beaucoup, même y compris dans les élites politiques et médiatiques, commencent à le voir et à changer leur discours parce qu'elles se sentent sans doute directement menacées. Comment expliquer l'évolution de la France des banlieues? Alors, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, qui a vécu sa jeunesse justement dans l'une de ces banlieues. Vous allez nous raconter. Vous en parlez dans votre livre « Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue », publié aux éditions Fayard. Donc, tout d'abord, bienvenue. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, ce sont les signaux finalement que l'on voit apparaître tout au long des années 90, 2000, d'une tension naissante, sous-jacente depuis quelques années déjà, de toute manière. Mais alors, parmi ceux que vous évoquiez, il y en a un qui me paraît intéressant, c'est celui du 11 septembre 2001, parce que finalement, peu de personnes en parlent. Pourquoi, selon vous, y a-t-il eu un avant et un après ? Ce qui a été frappant, effectivement, en banlieue après le 11 septembre, d'abord, je le raconte, en réalité, je suis au lycée Sugère, à Saint-Denis, lycée situé entre la cité des Francs-Moisins et des 4000, je suis frappé par la réaction des élèves. On a un cours d'anglais. Le lendemain du 11 septembre, la professeure d'anglais est d'origine américaine. Elle a de la famille, potentiellement, elle a de la famille à New York et elle n'a pas de nouvelles de tous. Donc, elle est inquiète et en fait, elle essuie des ricanements et des remarques. Pourquoi on en fait autant avec le 11 septembre alors qu'on n'en fait pas autant avec la Palestine. C'est intéressant d'ailleurs parce que bien avant le 7 octobre, on voit que cette question palestinienne dans les banlieues est une question récurrente, même si je ne suis pas sûr que les élèves du lycée Sugère savaient situer la Palestine sur une carte, mais en tout cas, il y a cette concurrence victimaire et il y a ce refus finalement de pleurer les morts du 11 septembre, puisque la minute de silence sera également perturbée. Donc là, il y a un signal très honnêtement que je raconte dans le livre et que je ne perçois pas immédiatement que c'est le début d'un basculement. J'analyse ça comme une réaction d'adolescent et pas forcément comme le signe d'une rupture avec la France, avec les valeurs occidentales, ni un symptôme d'une montée de l'antisémitisme. Mais c'est vrai que rétrospectivement, mon livre revient sur ma jeunesse, sur mon passé. Je me dis que ça a été un tournant, d'autant plus que ce que je raconte également dans le livre, c'est que c'est après le 11 septembre qu'on voit fleurir vraiment les voiles en banlieue. Il y en avait déjà un peu, mais ça restait marginal. Et là, les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à se voiler. Il y a également l'apparition des premières burqas. Et c'est vrai que ça nous surprend parce qu'on pourrait se dire que justement les Français musulmans ou les musulmans de France vont se démarquer de toutes les expressions les plus radicales de l'islam pour bien marquer leur différence avec les terroristes islamistes. Et c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire que l'islam devient un étendard, un drapeau, et sans doute un étendard contre l'Occident, puisque c'est quand même les États-Unis qui ont été attaqués et indirectement aussi contre la France. Donc effectivement, à mon sens, le 11 septembre aurait pu être justement une rupture positive, que les musulmans français se démarquent de l'islam le plus radical, et c'est l'inverse. On a même une réislamisation, à mon sens, de la jeunesse des banlieues après le 11 septembre. Alors, 4 ans plus tard, ce sont les émeutes de 2005. Est-ce que, là, pareil, très naïvement, est-ce que vous les aviez vus venir ? En tout cas, on sentait monter une violence. En réalité, mon livre s'appelle « Nous vivions côte à côte » et il raconte les 30 ans qui ont conduit au face-à-face, et ça s'est fait à bas bruit et à petite touche, mais j'ai jamais vraiment connu le vivre ensemble en banlieue. Cela dit, il y avait de la mixité, il y avait une cohabitation pacifique, et il y avait déjà la violence des racailles, les agressions gratuites. Ce qu'il n'y avait pas, peut-être, c'est l'islamisme de manière aussi nette, le communautarisme de manière aussi nette, même si ça... Il y avait les premiers signaux, justement, après le 11 septembre, et ensuite suivent les émeutes de banlieue. Donc la violence, on l'avait senti venir. Après, est-ce qu'on a fait le bon diagnostic au moment de ces émeutes-là ? Je ne crois pas. Les habitants des banlieues sentaient très, très, très nettement que c'était des banlieues
des banlieues, des émeutes qui marquaient une forme de séparatisme, d'hostilité à la France, qui s'inscrivaient dans un contexte de violence gratuite qu'on vivait au quotidien. Mais les élites politiques n'ont pas fait ce constat-là. On a parlé d'émeutes sociales, d'émeutes liées au racisme ou aux discriminations qu'il y aurait en banlieue. Et justement, j'ai voulu, à travers ce livre, montrer l'autre point de vue, montrer ceux qui subissaient les violences, les dégradations. Et en réalité, si on était absolument lucide à ce moment-là, on pouvait déjà voir qu'il y avait peut-être des facteurs sociaux. Je ne dis pas que les discriminations n'existent pas, mais que ce n'était pas la cause principale. Les casseurs se sont attaqués à tous les symboles de la République. Pourquoi aller brûler des écoles? Pourquoi aller brûler des mairies? Pourquoi même aller brûler des voitures de personnes appartenant à des catégories populaires qui en ont besoin pour aller travailler? Donc ça n'avait rien de social. Et il y avait une dimension déjà identitaire et un peu islamiste que peut-être ça, on n'a pas vu même en y habitant, même si on sentait, je vous le disais, l'hostilité à l'égard de la France. Mais Gilles Kepel a bien montré qu'en réalité, la propagation des émeutes se fait après l'incident de la mosquée Bilal. C'est-à-dire qu'il y a des émeutes, mais on l'a oublié, qui sont circonscrites à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. C'est l'endroit où Zied et Bouna sont morts dans un transformateur électrique, mais ça ne se propage pas tout de suite dans toute la France. Ça se propage après que, durant des échauffourées, il y a une grenade lacrymogène un vendredi qui pénètre dans une mosquée. Et sur ce, de cité en cité, on va avoir le récit d'une agression de l'État français, justement, contre l'islam. On parle de gazage, d'ailleurs, le terme n'est pas neutre, de la mosquée Bilal. Et c'est comme ça que ça va se propager dans différentes cités à travers le territoire. Donc là, si on connaît cet événement, on voit bien qu'il y a une dimension culturelle dans ces émeutes-là. Par ailleurs, il y a quand même un narratif qui a été mensonger, parce que ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le livre. Moi, j'habite à Épinay-sur-Seine au moment des émeutes. À 300 mètres de chez moi, Jean-Claude Irvoas, dont tout le monde a oublié le nom, est lynché le même jour que Zied et Bouna, et lâché gratuitement. C'est quelqu'un qui habite pas Épinay, qui travaille dans une société d'éclairage. Il a installé de l'éclairage public dans une cité. Il veut vérifier que l'éclairage marche bien. Il va avec un appareil photo dans une cité tout seul, et il se fait lyncher. Et au procès, ses agresseurs diront c'était un intrus. Donc là aussi, ça dit quelque chose du séparatisme, de territoire perdu ou de territoire conquis. Et en réalité, Jean-Claude Irvoas a disparu des livres d'histoire parce que ça contredisait justement le narratif des victimaires, qui faisaient en réalité des casseurs les victimes de ces émeutes, alors que je ne crois pas que c'était les victimes, c'était les coupables, et pas pour des raisons seulement sociales ou des raisons de révolte liées aux discriminations. C'est vrai que quand on a célébrer les... Ce qui n'est pas non plus la bonne expression, mais oui. Voilà, pour l'anniversaire des émeutes de 2005, on n'a absolument pas parlé de Jean-Claude Irvoas. Non, 20 ans après, effectivement, il n'y a que le visage de Zied et Bouna. Et encore une fois, moi, ça ne me choque pas forcément, parce que je pense que c'est un drame. Il devait avoir 14 ans. Ils sont morts tragiquement, même si c'est une mort accidentelle. Donc je peux comprendre, et c'est l'élément déclencheur, donc je peux comprendre qu'ils soient restés dans la mémoire collective. Mais je ne vois pas pourquoi Jean-Claude Irvoas en a été effacé. D'autant plus que c'est pas une mort accidentelle, c'est une mort gratuite. Et en réalité, il n'est pas le seul. Je raconte dans le livre qu'il y a 2 autres morts, pareil, passés par pertes et profits. Alain Lambert, qui est surveillant dans un lycée de Trappes, qui est réveillé parce qu'on incendie sur le parking de l'école les voitures, et qui va mourir intoxiqué par la fumée. Il y a une 3e personne, Jean-Jacques Le Chenatet, qui habite dans une cité de banlieue, là j'ai oublié la ville, qui descend de son immeuble pour éteindre des poubelles qui ont été enflammées et qui se fait lyncher. Donc il y a eu des morts gratuites, ce qui traduisait une forme d'ensauvagement, et ça on n'a pas du tout voulu le voir et l'analyser, parce que ça contredisait une grille de lecture de gauche qui voulait voir dans ces émeutes peut-être la preuve d'un racisme français, du moins d'un abandon de ces cités-là, et on ne voulait pas voir aussi une forme de racisme sans doute anti-français
ou anti-blancs, parce que ceux qui ont été tués l'ont été gratuitement. Et quand je reprends le vocabulaire des agresseurs, parce qu'ils étaient des intrus, à l'exception d'Alain Lambert, où c'était une mort semi-accidentelle. Pour les deux autres, c'était le cas. Donc moi, j'essaye, à travers ce livre aussi, de raconter une contre-histoire des banlieues, de sortir de ce récit falsifié. Non pas pour instaurer une forme de concurrence victimaire, parce que ça ne m'intéresse pas. Je parlais tout à l'heure de racisme anti-blanc. Effectivement, ça existe, mais je ne milite pas pour qu'il y ait des antiracistes pro-blancs. Je trouve que certaines associations pseudo-antiracistes ont déjà fait assez de dégâts comme ça, donc ce n'est pas pour reproduire le même schéma. Mais je rappelle ces faits parce que je pense qu'il faut enfin quand même faire le bon diagnostic pour traiter les causes. Et par ailleurs, je pense aussi que pour réussir l'assimilation ou l'intégration d'une partie de ces jeunes de banlieue, sans doute certains sont perdus aujourd'hui pour la cause, mais en tout cas pour réussir celle des générations suivantes, il faut un modèle d'identification. Et malheureusement, les élites, justement, ont beaucoup trop méprisé les classes populaires, les petits blancs de banlieue qui étaient susceptibles de réussir cette assimilation. Et quand je dis petits blancs de banlieue, c'est le sous-titre de l'éditeur que j'ai accepté et que j'assume. Mais dans les petits blancs, je mets aussi des petits noirs, des petits arabes, des petits juifs qui sont intégrés et qui veulent vivre selon les codes socio-culturels français. Il y en a beaucoup en banlieue et eux-mêmes sont victimes d'hostilité parce qu'ils sont intégrés ou assimilés. D'où viennent les racines de ce traitement médiatique ? Est-ce qu'on peut dire que c'est les années 80 ? C'était antérieur aux années 80 ? À quel moment la machine a commencé à déraper ? On pense notamment, je parle des années 80, parce qu'on pense au tournant antiraciste, notamment l'émergence des SOS Racisme. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une bonne grille d'analyse. La gauche, finalement, au tournant des années 80, se convertit à l'ouverture des frontières, à l'Union européenne, à ce qu'on appelle parfois le néolibéralisme. Donc, il lui faut une idéologie de substitution. Ce sera effectivement l'antiracisme, et malheureusement un antiracisme dévoyé, qui va se transformer en une forme de racisme anti-français parce que ça s'accompagne effectivement d'un discours un peu condescendant à l'égard des beaufs, des Deschiens. Moi, j'ai grandi avec les Deschiens, et donc je ne suis pas susceptible, mais ça traduisait bien la vision qu'avait une certaine élite des Français ordinaires. Donc il y a tout ce tournant-là au moment des années 80, et ça s'inscrit, c'est le tournant de la gauche, mais ça s'inscrit aussi dans un tournant plus large. Je crois que les élites de droite et de gauche ont voulu croire à une forme de mondialisation heureuse. On pensait qu'on pourrait copier le modèle américain avec une forme de multiculturalisme, que de toute manière, les pays avaient plus ou moins vocation à perdre leurs différences, leur identité, et qu'on allait créer une sorte de vivre ensemble planétaire. Et en réalité, cette utopie s'est transformée en la situation que je décris aujourd'hui, dans un monde beaucoup plus fracturé encore qu'il ne l'était avant la chute du mur de Berlin. Et donc, mais je crois que les élites n'ont pas voulu voir leur erreur. En réalité, ont eu beaucoup de mal à revenir en arrière et ont cru très longtemps à leur utopie. Et une partie des élites continue à y croire. Alors maintenant, il y a la gauche, il y a toute une partie de la gauche radicale qui a aussi un discours clientéliste. Il y a là la question du décolonialisme, un communautarisme encore plus assumé que celui de SOS Racisme. Il y a une partie de la gauche qui, malgré tout, a ouvert les yeux, mais je pense qu'on est resté très longtemps dans le déni, tout simplement parce que les élites croyaient en leur utopie ou voulaient y croire, et puis étaient dans une posture de supériorité morale, y compris à l'égard des petits blancs, des classes populaires qui ont essayé de tirer la sonnette d'alarme, notamment à travers leur vote. Le vote Le Pen en 2002, on aurait dû s'interroger sur les raisons de ce vote-là, et on a balayé tout ça. On a estimé que, en réalité, c'est parce que ces classes populaires n'étaient pas assez éduquées, ne comprenaient pas, et que tout cela allait se régler si les conditions économiques allaient s'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu énormément de temps jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des logiques politiques communautaristes assumées, avec notamment la France insoumise. Donc, c'est encore une autre histoire qui se dessine. Alors, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Vous en êtes issu vous-même. Je ne crois pas qu'on l'ait dit en début d'entretien, donc on va quand même le rappeler. Vous allez nous rappeler un petit peu vos origines familiales.
Mais à quel moment les personnes issues de l'immigration se sont mises finalement à questionner leur propre identité et à rentrer dans cette logique communautariste? Parce qu'il ne me semble pas que c'était le cas pour les premières vagues d'immigration. Oui, effectivement, je suis alors d'origine italienne par mon grand-père paternel et ma mère est portugaise. Donc j'ai connu deux types, enfin je suis le produit de deux types d'immigration et de deux types d'immigration qui se sont parfaitement assimilé. Je reviens sur l'histoire de l'immigration italienne en début de livre, puisque mon grand-père est arrivé en France au début du XXe siècle. Et effectivement, on avait un modèle d'assimilation à la dure qui pouvait peut-être être excessif. Donc, je rappelle d'ailleurs qu'on dit souvent que la France est raciste, xénophobe. En réalité, les nouvelles vagues d'immigration n'ont pas subi la xénophobie qui était celle de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle pour les Italiens. Je rappelle notamment les pogroms d'Aigues-Mortes où des ouvriers français ont lynché et tué, je crois, des dizaines d'ouvriers italiens. C'est un exemple parmi d'autres, mais heureusement, cette xénophobie s'est tassée. Donc c'était un modèle d'assimilation à la dure. Et en réalité, ça fonctionnait. Alors, je mets de côté la violence qui est inadmissible, mais ensuite, on demandait finalement aux immigrés de s'adapter au pays d'accueil. Et ceux qui ne voulaient pas repartaient. Je rappelle dans le livre que 2/3 des Italiens sont repartis en Italie. Et le tiers qui est resté, en fait, s'est francisé. Ça a été le cas de mon grand-père. C'est sans doute une forme de... ça n'a sans doute pas été facile parce que ça nécessitait de se déposséder d'une partie de sa culture. Mais je crois que ça a été utile, en tout cas, pour mon père. Et ensuite, pour moi, et même pour lui, ça lui a permis de connaître une forme d'ascension sociale. Idem pour l'immigration portugaise. Ça n'a pas été non plus facile au début. Alors, avec une France déjà beaucoup plus tolérante, puisque c'est une immigration beaucoup plus tardive qui arrive dans les années 60-70, mais ils arrivent dans des conditions difficiles. Il y a des bidonvilles, ce que je rappelle, il y a bidonvilles de 10 000 personnes à Champigny, de 10 000 Portugais. Et d'ailleurs, les cités, les grands ensembles sont, pour ces populations-là, un moyen d'être mieux logés et pas du tout un moyen de les parquer. Et donc ensuite, il y a cette volonté de s'intégrer avec un modèle qui n'est plus le modèle d'assimilation aussi dur que celui de mon grand-père, mais qui est un modèle d'intégration qui fonctionne bien. Effectivement, par la suite, ça déraille. Alors, je ne suis pas naïf, je pense malgré tout que quand on vient d'un pays européen assez proche culturellement, c'est tout de même plus facile de s'assimiler que quand on vient d'une autre civilisation avec une autre religion. Mais moi, je crois que ça aurait été possible de réussir l'assimilation si on avait continué la même politique. Il y a eu deux problèmes en réalité. Il y a le regroupement familial à partir de 1974. Là, ça va être le début d'un bouleversement démographique à bas bruit qu'on ne va pas voir tout de suite, mais justement dans ces grands ensembles où il y avait des Portugais, des Italiens, des Arabes, des Pieds Noirs aussi beaucoup, parce que ces grands ensembles ont été, on l'oublie toujours, mais construits après la guerre d'Algérie pour accueillir notamment les rapatriés. Il y avait une forme de mixité. À partir du moment où il y a le regroupement familial, les équilibres sont bouleversés, les populations africaines et nord-africaines deviennent majoritaires dans ces grands ensembles, les autres partent et on a des phénomènes de concentration de population. Donc ce qui a changé d'abord, c'est le caractère massif de l'immigration. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que je croyais à l'assimilation, mais je crois à l'assimilation d'individus. À partir du moment où les populations sont trop concentrées, fatalement, c'est logique, elles reproduisent les mœurs, la culture, les coutumes de leur pays. Donc on a un phénomène de communautarisme qui est presque naturel à partir du moment où on se retrouve avec des quartiers et des villes où ce sont des populations étrangères qui sont majoritaires. Donc ça a été le premier tournant. Le deuxième, effectivement, c'est que c'est ajouté à cela l'abandon du modèle d'assimilation, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, à partir des années 80, la gauche se convertit
plus ou moins, sans le dire, au multiculturalisme. Il y a un antiracisme qui empêche toute forme de contrôle social, parce que ça fonctionne aussi l'assimilation par le haut, mais aussi par le bas, avec les relations de voisinage. À partir du moment où les Français de souche, entre guillemets, ou même les Français de plus longue date, ne peuvent plus jouer leur rôle de modèle, ne peuvent plus transmettre leurs valeurs et exercer leur contrôle social, eh bien ce modèle d'assimilation ne fonctionne plus, et ils ne pouvaient plus le faire puisqu'ils étaient dénigrés. On s'identifie à un peuple si on l'admire quelque part et si on a envie de lui ressembler. Or, si les élites expliquent que ce peuple est raciste, c'est un peuple de beaufs et qu'il faut garder ses coutumes, eh bien, on n'est pas du tout à inciter à s'assimiler. Donc, il y a eu ce double tournant qui est un tournant du nombre d'abord, et ensuite un tournant qui est un changement de politique au nom de la tolérance, au nom du vivre ensemble, mais qui a conduit absolument au contraire, c'est-à-dire à une société multiconflictuelle, multifracturée et multiraciste d'une certaine manière. Est-ce que dans cette... je voudrais peut-être éventuellement rajouter un troisième élément, le questionner en tout cas, c'est la montée en puissance de la culture américaine. On sait qu'elle est très, très puissante, très présente dans les banlieues notamment, et elle sanctuarise aussi le communautarisme avec la montée de la mondialisation. Est-ce qu'elle a eu un effet dans les banlieues ? Le tournant de la gauche, ça peut paraître paradoxal pour la gauche, mais d'une certaine manière, c'est un tournant américain. Hein. Je pense que l'inspiration des années 80, c'est l'Amérique, le melting pot. Donc on renonce à notre modèle pour copier un modèle américain qui, en plus, c'est difficilement transposable en France, puisque l'Amérique est par définition un pays où il n'y a que des immigrés. Donc la question du modèle de référence ne se pose pas de la même manière. Donc il y a ce tournant politique-là où étrangement, la gauche française, plutôt anti-américaine, semble s'inspirer du modèle américain, et il y a l'influence. Il y a la société de consommation aussi. Ce que je dis dans le livre, c'est que j'essaie de me mettre à la place de ces gamins de banlieue qui détestent la France. J'en ai connu à l'école, au lycée, et j'essaie de comprendre pourquoi. Et ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas tant tiraillés par une double culture que par une double inculture. Souvent, ils connaissent assez peu leur pays d'origine, ils fantasment un pays qui serait bien meilleur que celui de la France, mais ils le connaissent très mal. Ils ont tendance à vouloir se raccrocher à une identité de substitution, d'où aussi la montée de l'islamisme, parce que l'islamisme offre justement une communauté, une identité, un drapeau de substitution dans un pays qui ne défendait plus, la France qui ne défendait plus son identité. Donc c'est un moyen, quand on est jeune, qu'on veut se raccrocher à une identité, à un grand récit. L'islam est peut-être une solution, y compris l'islam radical. La deuxième inculture ou sous-culture, c'est la sous-culture française, parce que de la France, ils ne connaissent que, souvent malheureusement, que les cités. Ils ne connaissent pas ses paysages, son histoire, sa géographie. Ils ne connaissent que les centres commerciaux, les ronds-points, sans sombrer dans le misérabilisme, parce que j'ai grandi là aussi. Mais on leur a pas transmis, leurs parents n'ont pas pu leur transmettre, l'école a moins bien fait son travail, et donc ils sont prisonniers de ces deux sous-cultures là, et finalement certains, ça se transforme souvent en haine de leur pays d'accueil. Est-ce qu'on peut encore assimiler aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, hein, on assimile des individus, pas des peuples. On voit bien, vous avez la gauche qui, depuis on va appeler ça le tournant Terra Nova, ne préconise finalement plus ce modèle assimilationniste. Est-ce que c'est encore possible, ou est-ce qu'il ne faut pas en faire le deuil, tout simplement ? Je ne me résous pas à en faire le deuil, parce qu'en fait, je ne vois pas de solution alternative. C'est-à-dire que je ne crois pas en la remigration de personnes qui sont là depuis 2 ou 3 générations et qui ont la nationalité française. Donc, je suis clair, moi, je suis d'abord pour l'arrêt, ou en tout cas la réduction drastique des flux migratoires. Parce que c'est sûr que l'assimilation est impossible si le peu qui s'assimilent sont remplacés par d'autres qui viennent avec leurs problèmes, leur bagage culturel.
et qui rajoute finalement, c'est le tonneau des Danaïdes, il y a une concentration des populations, et donc la première urgence, c'est de stopper ou de réduire drastiquement les flux migratoires. Une fois qu'on a fait ça, il restera quand même effectivement ces personnes qui ont la nationalité française ou qui sont en France depuis plusieurs générations. Et là, c'est ce que je vous disais, je ne crois pas à la remigration. Donc, il faudra bien trouver une solution, et je ne vois pas d'autre que l'assimilation. Alors moi, je suis très réaliste. Je pense qu'il y a une génération, voire deux, peut-être de perdus, mais il faut réussir la génération d'après. Et donc, je ne vois pas d'autre solution que soit la partition réelle, une société d'apartheid comme ça a pu exister dans d'autres sociétés, mais ça, je pense que ce serait dramatique. Ça veut dire que la France disparaîtrait d'une certaine manière, ne serait plus qu'un archipel ou qu'un patchwork de communautés, ou alors, effectivement, tenter d'assimiler les générations suivantes. Presque envie de vous dire que c'est presque le cas, quand dans certaines cités, il vous faut montrer la carte d'identité à des gens qui ne sont pas des policiers. On est déjà dans une forme de séparatisme. Ah oui, on y est déjà. Mais évitons que ça s'étende à tout le pays. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, parce qu'on voit bien qu'entre 2005 et 2023, on a les zones de non-droit et de non-franc se sont multipliées. La violence s'est aggravée, et la partition rampante s'est accentuée. Donc on en prend tout droit le chemin. Maintenant, je veux pas croire que mon pays va ressembler tout entier à la Seine-Saint-Denis, si vous voulez. Et je pense on a encore les moyens de l'éviter, voire ce sera un travail de plusieurs décennies, mais même de rattraper ce qui a été raté pendant des décennies. À condition d'avoir de l'autorité, de retrouver une forme de fierté, et aussi, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, de s'appuyer sur les classes moyennes et populaires qui ont été trop dénigrées. Moi, je crois qu'une société ne peut pas se faire sans les classes moyennes et populaires, et surtout, on ne peut pas réussir l'assimilation sans que ces catégories-là, qui en fait sont les plus nombreuses, soient des modèles de référence pour ceux qui y arrivent. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça fait le lien avec ma question suivante, qui est la responsabilité de la droite. On a parlé de 2005. En 2007, vous avez eu l'élection de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, qui était connu à l'époque pour le fameux Karcher, dont la promesse électorale n'a finalement pas été tenue. Quelle est la part de responsabilité, justement, de la droite dans le déclassement de ces banlieues ? Bon, elle est très importante également. Je pense que Nicolas Sarkozy, il y avait une ambiguïté. On a parlé d'américanisation de la France. Il y a deux Sarkozy. Il y a le Sarkozy dont les discours sont faits par Henri Guénaud, et puis il y avait un Sarkozy qui expliquait qu'il fallait davantage de mosquées en banlieue. Moi, je me souviens de son livre avant la présidentielle, que c'était bien, ça allait apaiser les violences, et qui était justement dans une logique communautariste qui a été le promoteur de la discrimination positive en France, le grand ami de Richard Descoings à Sciences Po, qui a justement mis en place une sorte de modèle de quota comme aux États-Unis. Donc Nicolas Sarkozy, hormis le Karcher, il y a quand même une ambiguïté, et en plus, il a échoué en matière de sécurité et de maîtrise des flux migratoires. Le bilan est pas bon, parce que je crois aussi que la droite a parfois gagné des batailles politiques. Et c'est vrai que je l'écris dans le livre, après les émeutes de 2005, le grand vainqueur politique, c'est Nicolas Sarkozy, justement parce qu'il incarne le Karcher, une posture d'ordre et d'autorité, mais il n'est pas le vainqueur culturel. Le vainqueur culturel, c'est justement ce narratif qui se met en place, expliquant que ce sont des émeutes liées aux discriminations, liées aux problèmes sociaux. C'est vraiment ce discours-là qui va se répandre notamment à l'université. Moi, je suis à l'université de Saint-Denis, Paris 8, donc je le vois, et c'est déjà le début du wokisme. Pap Ndiaye, qui va devenir bien des années plus tard ministre de l'Éducation, fait justement un livre où il compare le sort des Noirs américains aux Noirs français. On parle d'émeutes raciales, d'ailleurs. C'est assez paradoxal, mais la gauche va même réhabiliter la notion de race. Et donc, pour l'enlever dans la Constitution quelques années plus tard. Plus tard, oui. Donc c'est totalement paradoxal et incohérent. Mais il y a toute une partie de la gauche qui réhabilite la notion de race
pour expliquer finalement que la France est raciste et est dans une forme de racisme systémique. Donc ce discours-là, qui semble appartenir aujourd'hui à la France insoumise, en réalité se met en place dès les années 2007. Et la droite ne cherche pas du tout à l'empêcher. Elle est débordée. Enfin, sur le plan culturel, sur le plan idéologique, elle est battue par la gauche médiatique, la gauche culturelle, la gauche universitaire. Et c'est pour ça aussi que si la droite, alors moi je ne me situe pas forcément dans le clivage droite-gauche, mais si demain on a une majorité politique de personnes qui désirent défendre une forme de fermeté, d'autorité, s'ils désirent vraiment transformer le pays, il faut aussi mener la bataille culturelle. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire à travers le livre, en remettant au premier plan, à travers... c'est un livre modeste qui sera sans doute pas lu par des millions de personnes, mais qui laissera peut-être une petite empreinte médiatique. C'est aussi justement changer un peu le récit médiatique et faire entendre la voix de ceux que je considère comme des oubliés dans cette histoire. On va en parler juste après. Je voudrais juste qu'on parle vite fait de la politique de la ville, parce que on a l'impression que c'est le sparadrap ultime. À chaque émeute, chaque problème dans les banlieues, le gouvernement en place déclenche un fameux plan banlieue à coût de milliards d'euros, très cher. Est-ce que pour vous, ça n'est que de la communication ou ce sont des investissements au contraire nécessaires, vous qui l'avez vécu de l'intérieur ? Je pense que c'est à la fois une partie de la politique de la ville est nécessaire et une autre partie est non seulement inutile mais délétère. Donc, ce qui est utile, c'est tout de même d'avoir fait sauter certaines tours et certaines barres. Ça ne change pas radicalement la donne. Hein. Moi, je me souviens d'avoir visité Clichy et Montfermeil après les émeutes, au moment où ils annonçaient le plan banlieue, et les habitants de ces cités étaient assez désabusés et me disaient « bon, c'est bien, mais si on ne change pas la population, ça ne changera rien ». Je pense qu'effectivement, je l'ai dit, le problème des concentrations de population est le problème majeur, et finalement qu'ils habitent dans des pavillons ou dans des cités, ça reste le problème majeur. Il n'empêche que je pense que mieux vaut vivre dans des endroits décents, que l'embellissement du lieu où on vit est toujours quelque chose de bon à prendre pour tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui habitent, ceux qui n'y habitent pas, et sans doute ça peut aider quelques-uns à s'intégrer. Je disais tout à l'heure qu'ils connaissaient finalement assez peu leur pays et qu'ils en voient en quelque sorte la laideur, les McDo, les KFC, les grandes surfaces et pas grand-chose d'autre. Donc si ça peut être un peu moins laid, je trouve que c'est toujours bon à prendre. Donc l'urbanisme, je pense que ça ne résout pas tout, mais c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, donner des millions à des associations qui sont souvent des associations communautaires, qui mènent des politiques de grands frères, je pense que ça a été en revanche délétère parce que justement, ça a enfermé ces populations à résidence identitaire. Et souvent, ces associations ont fait de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations, des politiques sociales en banlieue, une rente. Ils en vivent et donc ils vivent souvent aussi de l'accusation permanente contre la France. La France n'en fait jamais assez, la France est raciste. Donc ça, je pense que ça a été très, très délétère et très contre-productif. Et donc, il aurait mieux valu refonder une école réellement républicaine, fondée sur la transmission des savoirs. Il aurait mieux valu mettre plus de sécurité aussi dans ces quartiers, parce que je crois que lors des émeutes de Clichy-sous-Bois, il n'y avait pas de commissariat à Clichy-sous-Bois. Enfin, il y avait sans doute des politiques à faire qui étaient moins des politiques justement communautaristes. Le problème de la politique de la ville, c'est qu'elle est souvent, elle encourage le communautarisme, voire l'islamisme, parce que certaines associations sont de faux nez pour les islamistes. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de cette France des oubliés. Alors, c'est vrai que quand on parle de la France des oubliés, on a tendance à la résumer à la France rurale, mais il y a aussi la France des banlieues. Alors, je ne pense pas justement à la France des délinquants, mais la France de ces personnes honnêtes qui travaillent, qui ne peuvent pas vivre ailleurs, parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre ailleurs pour des tas de raisons, qui vivent du coup dans des déserts médicaux également, qui vivent dans une situation de pauvreté, qui sont les premiers à souffrir de l'insécurité, du trafic. Est-ce qu'on parle suffisamment d'eux ?
et avec justesse. Et je me rappelle notamment, par exemple, François Ruffin, qui avait fait un message il y a quelques années pour les défendre, s'était fait lui-même taper sur les doigts par son propre parti, pourtant parti de gauche. Vous avez raison. Alors, ça me permet de parler de la France rurale. Moi, j'en parle pas dans mon livre parce que c'est pas mon histoire. J'ai raconté mon histoire. Moi, j'ai pas grandi dans une cité. D'ailleurs, je le dis, j'ai grandi dans un pavillon de banlieue très modeste, très proche des cités. Donc, c'est moins dur que les honnêtes personnes qui vivent dans les cités et qui, là, sont vraiment otages des voyous et des entrepreneurs communautaires. Mais sans doute, le petit blanc de pavillon de banlieue que je suis a pu plus facilement s'en sortir, il faut le dire aussi, que quelqu'un qui habite dans la France rurale, parce que je suis plus près de Paris, c'est plus facile pour faire des études. J'ai bénéficié d'ailleurs de bourses. Donc, ça me permet de dire qu'il y a quand même une France encore plus oubliée que cette France des petits pavillons de banlieue. C'est la France rurale, mais ça a déjà été traité par d'autres que j'aime beaucoup d'ailleurs, Christophe Guilluy, Jean-Claude Milchea, et donc moi j'ai parlé de ce que je connaissais. C'est vrai qu'on l'oublie, que dans cette France de banlieue, il y a aussi beaucoup de Français ordinaires, d'honnêtes gens, et d'ailleurs de toutes les couleurs et de toutes les origines. Encore une fois, j'ai appelé le livre Itinéraire d'un petit blanc pour poser le débat et parce qu'il fallait un titre accrocheur. Mais le plus important, c'est que nous vivions côte à côte. Et j'ai connu une époque où on vivait côte à côte avec des gens de toutes origines. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes de toutes origines qui ne demandent pas mieux que de vivre paisiblement en France selon les mœurs, les coutumes et les traditions françaises, et qui sont elles-mêmes victimes de racisme, parce que aujourd'hui on voit dans les cités le vocabulaire. Quand vous êtes un arabe intégré, on vous traite de harki, de collabeur. C'est un mot qui est quand vous êtes un black intégré, on vous traite de bounty. Donc il y a ça aussi qui existe. Donc mon discours n'est pas du tout un discours ethnique, mais effectivement c'est un discours sur ces Français ordinaires, et effectivement la banlieue ne se résume pas aux délinquants. Et les victimes en banlieue, même si j'aime pas me définir comme une victime, en tout cas, sont certainement pas les délinquants, mais ceux qui subissent cette délinquance, ceux qui subissent cette partition rampante. Et il y a ceux aussi qui comme c'est la loi du plus fort, en fait, s'assimilent à l'envers, d'une certaine manière, au code des voyous, au code des communautaristes. Ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement préoccupant. Et souvent, toutes ces personnes-là, en tout cas, n'ont pas choisi leur sort. Celles qui habitent dans les cités, qui veulent rester honnêtes, sont sans doute les plus pauvres et les plus démunis. Tous ceux qui peuvent partent, mais il y a aussi la situation de mes parents, par exemple. Petit pavillon de banlieue, mes parents étaient petits commerçants, ils avaient besoin d'un pavillon pour ranger leurs camions, pour avoir un garage pour la marchandise, et puis parce que quand ils sont arrivés en 78 à Épinay, qu'on était justement dans le côte à côte, le pavillon, c'était quelque chose qui faisait plutôt rêver. Ça permettait d'avoir un bout de jardin et d'avoir une vie paisible. Hélas, l'environnement tout autour a changé et la valeur du pavillon s'est effondrée. Et effectivement, mes parents n'ont peut-être plus les moyens aujourd'hui de quitter Épinay-sur-Seine. Donc il y a ce piège qui est un piège social aussi, et qui montre bien aussi la fracture entre les métropoles et le reste de la France, parce qu'on voit bien que les métropoles sont devenues totalement inaccessibles pour les classes populaires, qui ont été refoulées plus loin, en banlieue, et qui sont refoulées encore plus loin, là pour des raisons souvent culturelles, de violence, parce qu'elles ne désirent plus de vivre dans un environnement où elles sont à la fois en insécurité culturelle et en insécurité physique. Ceux qui habitaient dans ces quartiers et les quelques intellectuels lucides et honnêtes avaient déjà fait le diagnostic. Beaucoup avaient vu, mais on les a fait taire. Ce qu'on n'a pas vu, c'est à quel point c'était une bombe à retardement qui allait exploser au visage. Beaucoup, même y compris dans les élites politiques et médiatiques, commencent à le voir et à changer leur discours parce qu'elles se sentent sans doute directement menacées.